Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Dorothée. Merci à Santé Mentale France pour leur invitation à cette belle journée. Alors effectivement, je vais vous parler du concept de rétablissement pour faire suite à ce matin. Dans le champ de la santé mentale et peut-être plus spécifiquement encore dans le champ de la schizophrénie. Alors pourquoi ce trouble ? Puisque encore aujourd'hui, il demeure associé au trouble psychiatrique le plus chronique, le plus invalidant pour les personnes qui en sont atteintes, mais aussi le trouble qui rassemble le plus de préjugés et de stigmatisation. C'est vrai que les professionnels de santé, comme les personnes directement concernées, n'échappent pas non plus à ces représentations stigmatisantes. C'est pourquoi je vais vous proposer aujourd'hui de concevoir le rétablissement comme un véritable processus de transformation du regard porté sur les personnes, sur le trouble, par les personnes directement concernées, mais aussi par les professionnels de santé qui les accompagnent au quotidien. Alors, tout d'abord, on peut constater que le concept de rétablissement connaît une véritable expansion à l'heure actuelle en France, alors qu'il s'agit d'un concept initialement anglo-saxon, je le rappellerai un petit peu tout à l'heure, né d'une culture américaine. Mais force est de constater que depuis quelques années, des journées d'études, des colloques comme celle-ci, mettant à l'honneur le rétablissement se multiplient, mais également des ouvrages. On peut se demander pourquoi. Est-ce que le rétablissement est véritablement un nouveau concept ? Et si oui, qu'est-ce qu'il vient apporter concrètement aux personnes directement concernées, à leurs aidants et aux professionnels de santé ? Alors, je tenterai d'apporter des éléments de réponse à ces questions, notamment avec une perspective un petit peu historique de ce concept. Avant cela, finalement, comment peut-on définir le rétablissement expérientiel ? Je vais vous faire part ici d'une définition qui est très fréquemment employée, une définition d'Anthony qui parle de processus profondément personnels et singuliers de transformation de ses attitudes, de ses valeurs, de ses sentiments, de ses buts, de ses compétences et de ses rôles. C'est une façon de vivre une vie satisfaisante, prometteuse et utile, en dépit des limites causées par la maladie. Le rétablissement implique l'élaboration d'un nouveau sens et d'un nouveau but à sa vie, en même temps que l'on dépasse les effets catastrophiques de la maladie mentale. Avec cette définition, nous voyons bien que ce qui est central, c'est vraiment l'idée d'une transformation, et ce, sur différents plans de la vie de la personne. Par ailleurs, la notion de changement de regard porté sur les conséquences de la maladie est elle aussi centrale. Alors, on va voir que ce concept, cette conception-là que je viens de définir, elle vient véritablement créer une rupture dans notre manière de concevoir la psychopathologie, et en particulier dans la schizophrénie, par rapport à des conceptions historiques traditionnelles, même si on va également retrouver des points de continuité chez certains auteurs au cours du XXe siècle. Alors, les ruptures. À l'évidence, le rétablissement vient rompre avec la thèse d'une détérioration inéluctable dans le champ des psychoses et en particulier de la schizophrénie. Comme vous le savez sans doute, cette conception d'une détérioration a été centrale à l'origine même de l'identification du trouble qu'appelait à l'époque Émile Kraepelin démence précoce, puisque pour lui, le diagnostic de démence précoce s'ensuivait inévitablement d'une détérioration inéluctable, à tel point que, de manière un peu paradoxale, on ne pouvait diagnostiquer une démence précoce qu'a posteriori, que lorsque le malade évoluait de manière négative. On comprend bien pourquoi tous les cas de démence précoce, effectivement, venaient valider ce critère de détérioration. Alors, un petit peu plus tard, en 1911, Bleuler, qui est l'inventeur du terme de schizophrénie,
va avoir une conception plus nuancée de l'évolution des personnes, mais néanmoins, il continuera à mettre au centre de sa description le potentiel destructeur de la maladie. Comme vous pouvez le voir avec cette citation, ces gens mènent parfois des années une lutte désespérée avec leur maladie, avant d'être domptés par la paralysie affective et par un état hallucinatoire chronique. Un peu plus tard encore, la conception freudo-lacanienne de la psychose va également s'inscrire dans la théorie de la dégénérescence, qui était très influente à l'époque. C'est important de resituer ces auteurs dans leur époque scientifique. Cette conception va notamment remettre en question la possibilité d'une subjectivité et donc notamment d'un traitement psychothérapeutique avec les personnes atteintes de psychose. Néanmoins, au milieu de ces conceptions plutôt déficitaires, on va voir apparaître certains auteurs qui vont quelque part préfigurer le concept de rétablissement tel qu'on l'entend aujourd'hui. Notamment Eugène Minkowski, qui, dès 1927, va particulièrement insister sur le poids de nos représentations soignantes vis-à-vis des personnes. Le fait même d'aborder le malade comme un individu pouvant guérir influe, sans même que nous en rendions toujours nettement compte, sur toute notre attitude à son égard. Henriet, quant à lui, va également tenter de déconstruire la croyance selon laquelle toutes les personnes évoluent défavorablement, en évoquant notamment le lent mouvement progressif d'amélioration que l'on observe chez les patients schizophrènes est bien plus souvent favorable qu'on ne le dit. 1955. Alors là, on va faire un petit peu un saut en avant dans l'histoire pour évoquer l'origine de la conception du rétablissement, une origine plus récente, plus contemporaine. Il faut savoir que le rétablissement, recovery en anglais, est un concept qui nous vient des associations d'usagers. Ce n'est pas un concept médical, ce n'est pas un concept scientifique. En premier lieu, c'est un concept qui est apparu notamment dans le champ des associations en addiction, des alcooliques anonymes, qui ont parlé du rétablissement comme une manière de pouvoir se sortir de son addiction, quand bien même on continuerait à ressentir certains symptômes, à avoir certains comportements addictifs. L'idée, c'est que l'on croit pouvoir s'en sortir et on va s'entraider entre pairs, sans l'intervention de professionnels de santé, pour cheminer dans ce processus. À l'époque, l'addiction était perçue comme une problématique de santé chronique, mais de laquelle on avait très très peu de chances de s'en tirer quelque part. C'est aussi la raison pour laquelle les usagers en psychiatrie, en santé mentale, se sont identifiés à ces groupes d'entraide, notamment à la stigmatisation dont ils étaient victimes, et ont trouvé du sens dans cette philosophie pour pouvoir justement revendiquer la possibilité de se sortir d'un problème de santé mentale. Alors là, sur cette diapo, j'ai notamment cité deux figures emblématiques du Recovery Movement, qui sont Judy Chamberlain et Patricia Deegan, dans les années à peu près 90 aux États-Unis. Alors, que viennent revendiquer ces associations d'usagers ? Eh bien, ils viennent défendre une réappropriation de leur pouvoir, empowerment, et surtout une volonté de s'extraire d'une logique de dépendance, d'invalidité et de chronicité. Ils en appellent ainsi au principe d'autodétermination, mais également à la reconnaissance des bénéfices de l'entraide entre pairs. Ce qui est intéressant de constater historiquement, c'est que c'est la voix des usagers, ce sont donc ces mouvements qui, de plus en plus conséquents, sont venus progressivement impacter la communauté scientifique et thérapeutique et lui montrer finalement à cette communauté qu'il y avait un objet d'étude important qui n'était pas encore suffisamment traité, à savoir le mieux-être des personnes, leur évolution favorable.
Et c'est à peu près dans cette perspective qu'on va voir apparaître la multiplication d'études scientifiques portant justement sur cette évolution favorable. Là, je vous en ai cité une, mais il y en a plusieurs, de l'OMS en 2007, qui montre que la majorité des patients atteints de schizophrénie connaissent une évolution favorable de leurs troubles, ce qui vient considérablement remettre en question ce que j'évoquais tout à l'heure quant aux préjugés, aux croyances d'une évolution nécessairement déficitaire. Un autre marqueur de cette reconnaissance de l'évolution favorable, c'est l'apparition en 2005, en tout cas la définition consensuelle en 2005, d'une rémission possible dans la schizophrénie. Jusqu'alors, le terme de rémission n'était pas admis dans la schizophrénie. Donc là, je vous parle de la perspective finalement plus objective, médicale du rétablissement. Cette perspective, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est venue après la perspective des usagers, la perspective subjective expérientielle, et elle repose finalement davantage sur les études épidémiologiques qui attestent d'une évolution des troubles psychiques bien plus favorable que celle classiquement décrite. Ici, le rétablissement, il est perçu comme un état, comme un résultat. Il y aurait une évolution en plusieurs étapes, la stabilisation, la rémission, et puis le rétablissement viendrait après. Finalement, il désignerait une rémission à la fois symptomatique et fonctionnelle, stable, de longue durée, car sur une période de minimum 2 ans. Donc là, j'ai tenté de vous créer un petit tableau récapitulatif qui permet de bien comprendre les principales différences entre ces deux perspectives du rétablissement. Une perspective médicale, objective, où on serait rétabli, on aurait atteint un stade de l'évolution du trouble. Donc une perspective qui est davantage centrée sur des facteurs d'amélioration pronostique, qui viserait un retour à l'état de fonctionnement antérieur et qui privilégierait des moyens axés sur la diminution des déficits et des symptômes. Alors que la perspective subjective, expérientielle, est davantage centrée sur l'expérience de vie quotidienne des personnes. L'objectif, ce n'est pas un retour à l'état de fonctionnement antérieur. On se rappelle la définition d'Anthony. L'objectif principal, c'est une transformation. C'est-à-dire qu'on va viser l'accès à un nouvel équilibre de vie, quand bien même les symptômes du trouble persisteraient. Les moyens qui vont soutenir le rétablissement expérientiel sont davantage centrés sur l'accompagnement personnalisé et global de la personne, promouvant l'inclusion sociale et l'empowerment. Alors certes, ces deux perspectives du rétablissement, même si elles ne désignent pas même si elles n'ont pas les mêmes significations, elles peuvent être tout à fait complémentaires, mais pour autant, elles ne sont pas superposables, c'est-à-dire qu'elles sont relativement indépendantes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Cela signifie que, selon les critères d'un rétablissement, une personne qui présente les critères d'un rétablissement objectif, médical, ne va pas forcément présenter les critères d'un rétablissement subjectif, expérientiel et réciproquement. Ce constat, il est assez bien illustré dans la littérature internationale contemporaine. Et là, je vous cite notamment une étude très récente qui date de 2018, qui montre que cette non-superposition est particulièrement vrai chez les personnes atteintes de schizophrénie, dont l'état clinique n'est ni vraiment amélioré, ni détérioré. Ces personnes présentent, par exemple, selon l'évaluation médicale psychiatrique, une amélioration de leur insight et une diminution de leurs troubles psychotiques, de leurs symptômes, alors que selon leur propre évaluation, leur évaluation subjective, celle-ci est bien moins bonne, puisqu'ils mettent en avant un défaut, une carence dans l'estime de soi,
et des affects dépressifs, ainsi qu'une autostigmatisation élevée. Les auteurs de cet article vont ainsi parler de rétablissement paradoxal. Sur le plan médical, on peut présenter des signes de rétablissement, alors que sur un plan expérientiel, subjectif, on peut ne pas attester de ce mieux-être. Il conclut, par ailleurs, que pour ces personnes, les déterminants expérientiels du mieux-être sont essentiellement non spécifiques à la psychose. On va voir un petit peu plus tard ce que cela peut signifier. Alors, partant de ces constats, on va essayer un petit peu d'approfondir ce que cela signifie, le rétablissement expérientiel subjectif. On comprend bien que le rétablissement, ici, est décrit en termes de posture, d'attitude, de démarche personnelle. C'est un chemin, un voyage. Certains usagers évoquent l'idée de voyage. Et ce n'est pas un état final qu'on aurait atteint une fois pour toutes. C'est un cheminement singulier basé sur le désir de la personne. Et on comprend également qu'il ne vise pas prioritairement une amélioration du trouble, mais bien un changement de regard sur ses répercussions pour la personne. À ce titre, j'évoque souvent la double peine. Alors, qu'est-ce que l'on peut entendre par double peine? C'est-à-dire à la fois la souffrance directement imputable à la maladie, au trouble, mais également la souffrance imputable aux conséquences psychosociales du trouble. Pour illustrer cette double peine, il me semble que cette citation de Patricia Digan est particulièrement parlante. Patricia Digan nous dit que la personne souffrant d'un trouble mental doit aussi se remettre de la stigmatisation dont elle a si souvent été victime et qu'elle aura si souvent internalisée au plus profond de son être. Elle doit se remettre des effets iatrogènes des traitements, du manque d'opportunités récentes pour gérer sa propre vie, des effets secondaires négatifs du chômage et des rêves brisés. On voit bien qu'on ne se rétablit pas que de la maladie, voire pas essentiellement, mais aussi de toutes ses conséquences sur le plan psychosocial, comme je vous le disais. Alors, pour essayer de mieux comprendre ce qu'est ce rétablissement processuel, subjectif, et puis comment nous aussi, en tant qu'aidants, professionnels de santé, on peut le soutenir, l'accompagner, eh bien, des études qualitatives se sont multipliées depuis ces 20 dernières années, basées sur le témoignage des personnes en rétablissement. Ces études qualitatives, elles se fondent sur la démarche phénoménologique. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'on tente de mettre entre parenthèses, comme disent les phénoménologues, de côté tous nos a priori, toutes nos connaissances, même théoriques, sur un objet d'étude, pour véritablement se laisser surprendre par la parole, le savoir d'expérience des personnes directement concernées. Avec ce type d'étude, on va partir du postulat selon lequel l'expérience du trouble confère au sujet une expertise thérapeutique personnelle qu'il s'agira de mettre en lumière. Quelles implications cliniques ? Finalement, qu'est-ce que l'on recherche à travers ces études ? Là, on est véritablement dans des recherches dites appliquées, qui souhaitent directement en tirer des conséquences sur le plan de la pratique quotidienne et pour les personnes qui sont directement concernées. On va essayer de comprendre comment les personnes atteintes de troubles psychiques se rétablissent-elles de la catastrophe psychologique inhérente à la maladie. Alors, ce terme de catastrophe psychologique, c'est un terme employé par Larry Davidson, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est un des premiers psychologues, philosophes, à avoir, aux États-Unis, fait des recherches sur le rétablissement. On va bien davantage être donc dans une démarche de compréhension plutôt que d'explication. On va tenter de mettre en lumière, à travers les récits des personnes, les étapes clés qui composent leur processus de rétablissement, les mécanismes psychologiques qui sont associés à ce processus, mais également les petits éprouvés, c'est-à-dire les expériences vraiment de la vie quotidienne des personnes
qui favorisent un mieux-être. Vous l'aurez compris, souvent ces expériences, elles ne sont pas du tout du registre médical, elles ne sont pas du tout du registre du soin. À partir de ces recherches, donc comme je vous le disais, qui se sont multipliées ces 20 dernières années, beaucoup d'auteurs ont pu identifier des facteurs clés communs du rétablissement. Vous en avez sans doute entendu parler, parmi lesquels on va retrouver notamment l'espoir, la redéfinition identitaire, l'acceptation du trouble, de sa vulnérabilité, l'autodétermination, donc l'empowerment, la possibilité de contrôler, de mettre à distance ses symptômes, l'engagement dans des activités signifiantes qui peuvent être professionnelles ou non, mais également le soutien par autrui, le soutien par les pairs notamment. De la même manière, à partir de ces recherches qualitatives, d'autres auteurs, assez récemment, ont proposé des modélisations du rétablissement en plusieurs étapes non linéaires. Alors non linéaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a franchi une étape qu'on ne peut pas retourner à l'étape précédente ou qu'on est obligé de passer par toutes les étapes décrites par le modèle. Ça veut dire qu'en réalité, évidemment, pour les personnes, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est beaucoup plus dynamique, mouvant. Alors, ces étapes, quelles sont-elles ? La première serait l'étape moratoire, où régnerait le déni, la confusion, voire le désespoir et le repli. La personne pourrait ensuite sortir de cette étape avec le développement d'un insight, c'est l'étape de la conscience. Alors, l'insight, ici, c'est pas seulement la conscience des troubles, mais c'est aussi finalement une conscience plus élargie de soi. Et la conscience qu'un espoir est possible pour cheminer en dehors de la maladie. La préparation serait l'identification des ressources personnelles et environnementales, c'est-à-dire que là, la personne ne voit pas que ses pertes, mais aussi et surtout ses ressources. Reconstruire, c'est-à-dire la possibilité de reconstruire un sentiment de continuité de soi, et de faire la différence entre l'être, par exemple, entre l'être et l'avoir, par rapport à l'identifiant schizophrénie. Ça, c'est une étape très importante sur un plan identitaire. Et enfin, la croissance, qui sera caractérisée par la possibilité de gérer, entre guillemets, sa maladie, de maintenir une identité plutôt positive et une vision optimiste et ouverte de l'avenir. Alors ici, je vous présente rapidement un modèle que j'ai pu tirer d'une recherche que j'ai menée entre 2010 et 2013 avec des personnes atteintes de schizophrénie en rétablissement qui m'ont témoigné de ce qu'elles mettaient en place au quotidien pour se sortir de leur expérience de souffrance psychique et pour aller mieux. J'ai ainsi parlé de parcours de reconnaissance, parcours qui va de la reconnaissance des troubles pour conduire la personne vers une reconnaissance d'elle-même, c'est-à-dire la possibilité de faire la différence entre ce qui la caractérise, elle, en tant que personne, des caractéristiques qui sont davantage propres aux troubles, pour ensuite se reconnaître, transformer par l'expérience des troubles. Cette étape, finalement, permet à la fois de maintenir une différenciation de la maladie, et à la fois une intégration de ce que cette expérience a pu apporter dans la vie quotidienne pour les personnes. Effectivement, ce parcours de reconnaissance est médiatisé par ce que j'ai appelé l'activité narrative. Pour rendre un petit peu plus concret mes propos, je vais donc vous proposer d'illustrer les grandes étapes du rétablissement par des récits donc authentiques et bien entendu des récits qui ont été anonymisés de personnes atteintes de schizophrénie en rétablissement. Reconnaître avec empathie sa souffrance. Alors souvent je commence par cela parce que pour moi c'est important de préciser que les personnes en rétablissement
sont des personnes, non pas qui ne parlent plus de souffrance psychique. Et le rétablissement va aussi passer par la reconnaissance de sa propre souffrance, de ses propres épreuves de vie que les personnes ont pu traverser. J'avais une vie cauchemardesque. J'osais plus sortir matin et soir. Ça a été vraiment des années horribles. C'est ce fameux canapé en cuir dans lequel j'ai vécu des moments horribles, tout seul. C'est là, ça m'a vraiment le plus marqué. On est dans un cauchemar et on se dit, qu'est-ce qui se passe ? C'est effrayant. Alors là, je ne suis pas trop rentrée dans les détails, mais pour analyser le corpus des 26 sujets, des entretiens des 26 sujets, j'ai notamment eu usage d'un logiciel de traitement, d'analyse qualitative, qui notamment venait mettre en exergue les mots les plus récurrents chez les personnes. Il faut savoir que pour parler de leur expérience du trouble, les termes de cauchemar, horrible, souffrance étaient extrêmement récurrents d'une personne à l'autre. Reconnaître les symptômes et adopter des stratégies de mise à distance. Donc, là aussi, on va voir encore une fois que ce qui compte, c'est pas tant le fait de ne plus avoir de symptômes, mais de pouvoir davantage développer des stratégies individuelles, personnelles, pour mieux vivre, pour mieux, quelque part, se familiariser avec ces symptômes. Les idées délirantes, donc je vous donne des exemples, c'est par exemple à partir d'un détail. On entend un bruit, quelqu'un parler dans la rue. On se dit qu'on parle de nous, ou les choses qu'on entend en général se rapportent à nous. Donc là, c'est un exemple d'une personne qui identifie ces idées délirantes. Je me sens observée, je me dis, vous n'avez qu'à m'observer. Ça, c'est assez simple. Je souris et je dis, observez-moi. Si j'ai l'impression qu'on m'écoute, je dis, écoutez-moi. Ça, c'est des techniques. Donc, là aussi, on voit bien la manière dont les personnes peuvent créer, construire des stratégies personnalisées vis-à-vis de leurs symptômes. Se distancier des représentations stigmatisantes. Ça aussi, c'est un processus très important sur le chemin du rétablissement, puisque c'est notamment un processus central dans cette reconstruction identitaire dont je vous parlais. On entend souvent une dénaturation du concept par les médias. C'est poussé à l'extrême. Et moi, j'avais cette vision au départ. C'est pour ça que quand on m'a diagnostiqué une schizophrénie, au départ, j'avais du mal à comprendre. Ce n'est pas un très joli mot, très mal utilisé. Il y a encore 2 jours, un gars a mis un coup de pied à quelqu'un d'autre dans le métro. Le gars est passé sous le train, donc on a dit qu'il était schizophrène. Je suis désolée, on ne dit pas de quelqu'un qui ne mange pas de chocolat, c'est parce qu'il est diabétique. Alors, je trouve ça plutôt intéressant de mettre à jour les biais de généralisation à l'œuvre dans ce type de préjugés. Retrouver un pouvoir d'agir. Là aussi, souvent on parle d'empowerment comme un concept très général, et on se rend compte que chez les personnes en particulier, c'est vraiment des stratégies très personnelles, très individuelles, qui vont donner ce sens d'empowerment, de pouvoir d'agir. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de replacer mes objectifs. J'écris beaucoup quand ça ne va pas. Je me dis ça ne va pas, il faut arrêter ça. Faut mettre de la distance et donc tu te recentres sur toi. Et pour ta semaine, tu as tel et tel objectif. Ce soir-là, je me suis dit, allez, alors c'est son prénom, si tu ne sors pas, tu mourras avant de te faire agresser. Et c'est comme ça que je suis allée en boîte. Alors ça, c'est une personne qui expliquait qu'elle n'arrivait plus à sortir de chez elle, qu'elle n'arrivait pas à franchir le pas d'aller en soirée, même si elle en avait très envie. Se différencier du statut de malade, ça c'est vraiment une perspective très centrale dans le rétablissement et chez les personnes qui en témoignent. Je suis différent de la maladie parce que je ne suis pas non plus différent des gens. J'aurai toujours la maladie, mais je ne la sens pas. Je suis M, la personne évoque son prénom, et la maladie, c'est la maladie. La maladie, c'est bon, ok, je l'ai vue, je la lâche.
comme si c'était une autre personne. Et c'est assez intéressant de remarquer que les personnes viennent souvent utiliser des stratégies de personnification de la maladie, comme pour mieux s'en distancier, comme pour mieux s'en dégager. Reconnaître la valeur positive d'expériences négatives. Là, j'entame une période de ma vie où je suis très bien, quoi. Ça a été érigé à la suite de ces rechutes importantes. Disons que ça m'a aidé. La maladie a à la fois révélé cette sensibilité, cette douleur aussi qu'il a fallu dénouer grâce au travail psychologique, mais c'est aussi grâce à cette sensibilité qui fait qu'aujourd'hui, je suis meilleure qu'avant. Ça aide parce qu'on a tellement vu quelque part, surtout en soi, vraiment. J'ai l'impression d'avoir vu des choses très intenses, grâce à la maladie. Alors là aussi, c'est des témoignages qui peuvent être un peu étonnants, mais là encore, quand on fait une analyse dans le récit des personnes, des récurrences, le terme « grâce à la maladie » est revenu à de très nombreuses reprises. C'est-à-dire que la maladie engendre des pertes, des souffrances, inévitablement, mais elle vient aussi apporter chez les personnes une valeur ajoutée, comme elles le disent elles-mêmes. Cette valeur ajoutée peut être très variable, très différente d'un individu à l'autre. Et c'est ce qui va soutenir ce sentiment de transformation personnelle depuis l'expérience de la maladie et en intégrant le savoir expérientiel du trouble. Tous les jours, j'ai cette envie de connaître, d'apprendre, de savoir. Et ça ne l'était pas avant. Ça a été radical. J'ai de la chance de faire des choix qui me plaisent. La danse, par exemple. Je suis le seul mec, et ça, c'est la schizophrénie qui aide. Le dérèglement mental nous permet de pouvoir faire des choses là où les autres se posent 1001 questions et ne le font pas. La maladie m'a permis de révéler mon envie d'humanité unie. Donc ça faisait partie de mes délires, mais ça m'est resté. Se transformer depuis l'expérience de la maladie, c'est aussi, pour certaines personnes, pouvoir extraire, a posteriori, un sens dans le contenu des idées délirantes, des hallucinations, des symptômes d'une manière générale, pour se reconstruire. Donc on voit bien qu'on est aussi dans une démarche de continuité de soi. Alors, là, j'ai surtout parlé du processus de transformation personnelle des personnes directement concernées. Je vous propose maintenant, pour cette dernière partie, d'essayer de comprendre comment le rétablissement peut-il transformer nos modèles de soins. Eh bien, tout d'abord, on va, avec le rétablissement, évoquer une attention nouvelle portée au devenir des personnes. C'est-à-dire qu'on va favoriser un intérêt, une étude des troubles psychiques par les conséquences. Vous le savez peut-être, dans l'histoire de la psychiatrie, la recherche de la cause a été centrale pendant de longues décennies, et c'est que relativement récemment qu'on s'est bien davantage intéressé finalement aux conséquences du trouble pour les personnes directement concernées et dans leur vie quotidienne. En cela, les notions de remédiation, réinsertion, réhabilitation, handicap psychique partagent cette même préoccupation pour les conséquences du trouble, pour le devenir des personnes. Toutefois, la notion de recovery, de rétablissement, introduit, elle, une attention nouvelle portée pas seulement au retentissement fonctionnel ou social, mais aussi et surtout au retentissement existentiel des troubles. Ainsi, il s'agit d'une perspective qui va se différencier d'une vision compensatrice du handicap pour davantage appréhender et promouvoir une vision globale de la personne et de son devenir. Autrement dit, les objectifs de soins ne seront pas seulement pensés dans l'objectif de remédier à des troubles ou à des déficits, mais bien davantage d'accompagner la personne dans sa globalité sur son chemin de transformation existentielle.
Le rétablissement va également s'accompagner d'une valorisation des ressources subjectives, et notamment des données auto-évaluatives, qui sont encore trop rares dans le champ de la psychiatrie. Vous savez qu'on a très souvent usage notamment de questionnaires d'évaluation, que ce soit dans la pratique professionnelle, dans la pratique scientifique de recherche, mais ce sont souvent des questionnaires qui sont utilisés par les chercheurs ou les professionnels qui viennent évaluer un patient. Dans cette perspective du rétablissement, on va à l'inverse prôner une auto-évaluation, c'est-à-dire que la personne va elle-même évaluer ses besoins, ses forces et son état de mieux-être. On va également, comme je le disais tout à l'heure, s'intéresser aux dimensions non spécifiques du trouble, c'est-à-dire pas seulement aux symptômes, entre guillemets, de la psychose, mais aussi les dimensions qui va caractériser le rapport qu'entretient la personne à son problème de santé mentale. Par exemple, les capacités métacognitives, les capacités narratives, comment la personne peut-elle raconter le récit de sa maladie, mais aussi autobiographique. On va considérer la perspective subjectivante, on dit encore en première personne, aux côtés de la perspective médicale objectivante. Ceci nous conduit par là même à renouveler la méthode qualitative en santé mentale, c'est-à-dire que le rétablissement vient nous montrer les limites des méthodes uniquement expérimentales et quantitatives lorsqu'il s'agit de rendre compte de l'expérience subjective en première personne des sujets. On va donc valoriser une recherche qualitative rigoureuse, adoptant un raisonnement inductif, comme je le disais tout à l'heure, pour créer de nouveaux savoirs à partir du vécu expérientiel des usagers et des aidants. On va donc s'orienter vers une complémentarité des méthodes, mais aussi des paradigmes sur le plan scientifique. On va parler de values-based medicine aux côtés de l'evidence-based medicine. On va parler de la médecine centrée sur les valeurs aux côtés de la médecine centrée sur les preuves. Avec le rétablissement, bien évidemment, on va prôner une modification du rapport au savoir dans la relation soignant-soigné, avec cette reconnaissance d'un savoir expérientiel aux côtés d'un savoir expert. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai parlé du postulat selon lequel l'expérience des sujets leur confère une expertise thérapeutique. Et là, je vais citer en exemple ici les dispositifs d'éducation thérapeutique du patient, d'ETP, qui, lorsqu'ils sont pratiqués dans la perspective du rétablissement, vont bien davantage partir du savoir d'expérience des personnes directement concernées et non pas d'une expertise médicale. Évidemment, et on aura une belle illustration tout à l'heure, cette modification du rapport au savoir est rendue visible dans de nombreux dispositifs d'entraide entre pairs, comme les GEM, chez les médiateurs de santé pairs, mais aussi chez les patients experts. La perspective du rétablissement vient quelque part nous faire prendre conscience aussi de l'importance des enjeux éthiques dans le champ de la santé mentale, enjeux éthiques qui sont indissociables de nos préoccupations cliniques. Là encore, je vais vous citer des paroles de Patricia Deegan, qui dit à ce sujet « Ce qui importe dans un sens véritablement existentiel, ce n'est pas la maladie ou le trouble. Ce qui existe, c'est un être humain, et la sagesse requiert que nous regardions et respections profondément cet être humain avant toute chose. La sagesse demande que nous entrions de tout cœur dans la relation avec cet être humain, dans le but de le comprendre, ainsi que de comprendre son expérience. Seulement serons-nous alors capables d'aider d'une façon qui sera vécue comme aidante. » Donc on peut percevoir, avec ces implications sur le plan clinique, éthique, scientifique, que le rétablissement vient dessiner un modèle de soins, certes complémentaire,
mais voilà, qui se différencie du modèle médical traditionnel sur plusieurs points. Déjà dans sa définition, où finalement le rétablissement va bien davantage privilégier une guérison-cicatrisation plutôt qu'une cure causale. Dans cette perspective, on va se rendre compte que le potentiel de rétablissement se révèle dans le processus. Autrement dit, je ne vais pas partir du principe qu'il y a des facteurs de mauvais pronostic et que si la personne d'emblée elle a ces facteurs de mauvais pronostic, il y a très peu de chances qu'elle se rétablisse. Non, je ne tiens pas compte de ces facteurs statistiques, mais bien davantage de ce que va déployer la personne elle-même dans son cheminement. Le but, je l'ai dit, je vais répéter, c'est pas d'atténuer les symptômes de la maladie, mais c'est bien davantage de favoriser la reprise d'un pouvoir sur sa vie, d'avoir des rêves, de l'espoir, de reconstruire son identité et de développer aussi un rôle social, quand bien même ce rôle social ne serait pas celui d'avant la maladie. Alors la réhabilitation, tout à l'heure on m'a demandé de refaire un petit point aussi justement sur cette question de réhabilitation et de rétablissement, mais j'en profite pour le faire ici. En fait, la réhabilitation, elle peut être non pas conçue comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen. Dans cette perspective, et c'est notamment des acteurs anglo-saxons de la réhabilitation qui le disent, finalement la réhabilitation, elle pourrait être au service du processus de rétablissement. La réhabilitation, elle est davantage centrée sur la compensation du handicap et de toutes ses conséquences sur le plan psychosocial. On part du principe que c'est un des aspects du rétablissement, mais que ce n'est pas le rétablissement dans sa conception globale et entière. Ici, dans cette perspective, notamment par rapport à cette question de la réadaptation ou de la réinsertion, on va davantage parler d'inclusion sociale dans le champ du rétablissement. Et l'équipe d'Un Chez Soi, d'abord, nous en parlera tout à l'heure. C'est-à-dire que, au lieu de privilégier, par exemple, la stabilisation de la personne sur un plan symptomatique, sur un plan clinique, et ensuite le fait de l'aider à trouver un logement ou un emploi, à l'inverse, on va partir du principe selon lequel, pour que la personne aille mieux, d'emblée, en fait, il faut qu'elle ait accès à ses besoins fondamentaux. Ces besoins fondamentaux, c'est notamment de pouvoir se loger. Donc c'est un petit peu une inversion dans la logique de réadaptation telle qu'elle a pu être conçue auparavant. D'accord ? Je vais terminer en parlant du travail pour le regard du professionnel, toujours avec Patricia Digan. Alors c'est une illustration que j'ai reprise de Patricia Digan. Donc je ne sais même pas d'ailleurs si je vous ai précisé qui était Patricia Digan. Je vais le redire en quelques mots. C'est donc une des pionnières du mouvement rétablissement. Je vous ai montré sa photo tout à l'heure, qui a eu un diagnostic de schizophrénie et qui s'est rétablie de la schizophrénie, qui est devenue psychologue et qui est devenue ensuite chercheuse en psychologie, et donc qui a beaucoup publié, travaillé sur le rétablissement à la base de son savoir d'expérience d'une personne qui a eu un diagnostic en santé mentale et qui s'en est rétablie, mais aussi de son savoir de professionnelle chercheuse. Dans un de ses articles, Patricia Digan, elle explique que lorsque le diagnostic est arrivé, c'est comme si la maladie était venue prendre toute la place. La maladie était venue au centre de sa vie. Et toutes les dimensions de sa personne, toutes ses valeurs, ce qui faisait son identité personnelle, elle a eu le sentiment que ça a été occulté par la maladie et le regard stigmatisant porté sur la maladie. Là, elle vient illustrer le rétablissement. Le rétablissement, c'est la possibilité de se retrouver soi, en tant que personne, au centre de sa vie. La maladie, elle n'est pas déniée, elle fait partie de sa vie. Là, vous voyez un pétale vulnérabilité, aux côtés d'autres dimensions comme la culture, la famille, les amis. Et elle dit à quel point l'espoir, donc c'est un facteur principal du rétablissement, a été ce moteur pour reconstruire un sens à sa vie.
Ce que j'aime particulièrement dans cette citation, c'est que ce n'est pas une vision idéale de l'espoir. L'espoir naît en relation avec un devenir ouvert, ambigu et incertain. Ça veut dire que ce qui compte, c'est de ne pas enfermer les personnes dans des prédictions, dans des représentations. Quels que soient les facteurs pronostiques, quelle que soit l'histoire de ces personnes, c'est la possibilité de laisser ouvert leur devenir. Donc, c'est ce que je vous évoque sur cette dernière diapositive. Derrière la maladie et les symptômes, évidemment, la personne, son histoire, ses aspirations, ses ressources. Bien que le processus de rétablissement soit une démarche personnelle, on le sait, il s'inscrit dans la rencontre intersubjective. L'espoir pour le rétablissement, moi je ne le conçois pas comme une perception réconfortante d'un devenir, mais véritablement comme sa condition même de possibilité. C'est parce qu'on porte aussi l'espoir que le rétablissement peut se déployer. Ceci sous-tend une conversion du regard porté sur le trouble et la personne, c'est-à-dire une ouverture inconditionnelle à l'autre dans son potentiel de croissance et de mobilité existentielle. Je vous remercie de votre attention. Alors merci, on va avoir un petit temps d'échange. Alors je m'aperçois que je ne vous ai pas précisé que Marie Kuning était docteur en psychologie clinique. Je crois qu'on est comme à la maison, donc je crois que j'ai oublié de le dire. Sur votre intervention, juste pour ouvrir un peu la question, alors qui apporte un éclairage évident entre rétablissement médical, rétablissement expérientiel, la question effectivement aussi de la réhabilitation et du rétablissement. Et dans votre ouvrage, vous insistez particulièrement sur la nécessité d'un apport des sciences humaines, non pas pour développer une technique, mais une posture. Est-ce que vous pouvez juste un petit peu plus apporter quelques éléments autour de ça ? Oui, alors sur cette question des sciences humaines, moi déjà ce que cela m'évoque sur un plan très pratique, c'est la nécessaire pluridisciplinarité. Je pense que sans doute ça a été dit ce matin, c'est-à-dire dès lors que l'on accompagne une personne et non un trouble et non une maladie, on va bien évidemment partir du principe que la personne a des besoins multiples, divers, qui peuvent être accompagnés par une diversité aussi de professionnels de santé. Sur le plan de la posture, effectivement, moi j'ai plutôt insisté sur l'idée que en tant que professionnel, en tant que psychologue notamment, notre manière d'entrer en relation avec la personne, elle ne va pas se réduire, par exemple, à une appartenance théorique, qu'elle soit, par exemple, psychanalytique ou cognitivo-comportementale, mais bien davantage, à nos conceptions aussi en tant que personne de la rencontre humaine, nos conceptions existentielles, philosophiques, sur le devenir. Donc, quand on est acteur de santé dans le rétablissement, quelque part, soi-même, on vit un processus de transformation identitaire où nos représentations professionnelles, elles font partie de nous, mais ce n'est pas forcément elles qui nous définissent en premier lieu. Et donc, on va véritablement travailler aussi avec sa personne, qui l'on est dans son histoire et dans son entièreté. Alors, je ne sais pas si c'était le sens de votre question. Alors, je vais voir peut-être qu'il y a des questions. C'est pas vrai. Là-bas, il y a une question. Oui, au milieu, il y a une question, visiblement. Bonjour, alors je suis Doralie Joseph, je suis psychologue au Centre hospitalier des Pyrénées à Pau.
en CMP, en hôpital de jour avec des adultes. J'ai pas vraiment de questions, mais je voulais juste vous remercier pour votre intervention, qui, je trouve, est vraiment en contact avec notre pratique, en tout cas avec la mienne, je trouve. Tout à l'heure, vous y avez écrit dans votre diaporama que le potentiel de rétablissement se révèle dans le processus. Je trouve que ça résonne bien avec ce qui a été dit ce matin aussi, sur la dimension de prise en compte de la temporalité de la personne qui est actrice de son rétablissement. Et je crois que ça, c'est vraiment, vraiment important de ne pas l'oublier avec les protocoles, avec les impératifs des fois. Pas oublier qu'il y a une temporalité de la personne. Les témoignages de ce matin l'ont montré, et votre intervention aussi, et pour ça, je vous en remercie. Voilà. Merci à vous. Ce que vous dites est essentiel. Évidemment, c'est un processus personnel, et cette temporalité tout à fait singulière, elle est au centre de ce processus. Et donc, je vous rejoins sur l'importance aussi de se protéger, peut-être de certains protocoles qui voudraient standardiser un parcours type de rétablissement. Hein, c'est très important. Alors, d'autres questions ? Oui. Le micro arrive. Alors bonjour, je suis Stéphane Cognon, j'étais là ce matin à côté. J'ai une question par rapport au nom de la schizophrénie. Vous savez qu'il y a on se pose la question, enfin le CCOMS et puis des associations se posent des questions sur de renommer la schizophrénie. Êtes-vous favorable ou non? Et si oui ou sinon, pourquoi? Merci pour cette question. Alors oui, je fais partie de ce groupe de travail sur le changement de nom. Je pense que c'est une question qui est éminemment complexe, parce qu'elle fait intervenir beaucoup de facteurs, à la fois des facteurs qui touchent à la santé mentale, mais pas que, des facteurs aussi sociétaux. En mon sens, oui, je pense qu'on s'oriente, et je trouve que c'est porteur d'espoir de s'orienter vers une transformation de cette dénomination en elle-même, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que je l'ai évoqué brièvement dans mon introduction, c'est un terme qui est porteur et associé à beaucoup de représentations stigmatisantes, à beaucoup de préjugés, mais aussi parce que scientifiquement, aujourd'hui, on se rend compte que ce diagnostic, finalement, est le diagnostic le moins valide sur le plan de la pratique clinique. C'est-à-dire, dans les consensus entre professionnels de santé, il est très difficile pour ce trouble d'arriver à des évaluations, à des appréciations cliniques relativement homogènes. Donc cela dit aussi quelque chose non pas que du nom, mais du concept en lui-même, de ce que l'on pense être la schizophrénie. C'est pour ça que moi je suis favorable à cette démarche de renouvellement, seulement s'il n'y a pas que le nom, entre guillemets, qui change, mais aussi les conceptions sous-jacentes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui, moi, je fais partie de l'UNAFAM en tant que bénévole, UNAFAM 64. Moi, quand je parle de schizophrénie, je parle de plusieurs formes de schizophrénie. Et effectivement, il y a deux classifications, les symptômes positifs et les symptômes négatifs. Et je trouve que c'est des profils très différents. Et en termes de rétablissement, est-ce que vous pensez que justement les profils positifs, hallucinations, délire, crise,
pour lesquels on dit que les médicaments d'ailleurs fonctionnent mieux. Est-ce que est-ce qu'on peut parler plus facilement de rétablissement pour ces symptômes-là que pour les symptômes négatifs qui sont effectivement repli sur soi, troubles cognitifs très importants. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Merci pour votre question qui vient vraiment là illustrer la différence de conception entre le rétablissement sur un plan objectif et le rétablissement sur un plan subjectif. Sur un plan médical objectif, effectivement, on a souvent, je parlais tout à l'heure de facteurs de bon pronostic, on a souvent tenté de mettre au point des profils de personnes qui auraient plus de chances d'aller mieux. Et on parle dans cette perspective-là, notamment du fait que les formes dites productives, c'est-à-dire avec les symptômes positifs, peut-être parfois, alors ça dépend de la forme du début, etc., mais auraient plus de chances d'aller mieux que d'autres formes du trouble. Bon. Ça, c'est dans la perspective médicale objective, et encore, ça tend à être remis en question. Dans la perspective que je vous ai présentée et qui est la mienne, il n'est pas du tout question de cela. En fait, on se désintéresse, quelque part, de cette forme des troubles. Parce que ce qui importe, c'est pas tant le type de symptomatologie, mais c'est le rapport que va entretenir la personne avec ses troubles, avec ses difficultés. Et donc, dans cette perspective, notamment les personnes là qui ont témoigné et pour lesquelles j'ai donné des extraits de leurs témoignages, il y avait tous les profils de troubles possibles, avec des histoires très, très diversifiées aussi. On a le temps pour une dernière question. Non, bon, voilà. Alors, pour conclure, moi j'aimerais, pour le coup, vous citer, parce que on vient souvent opposer aux professionnels, et des fois à juste titre, une certaine résistance face aux dispositifs de réhabilitation, de rétablissement, si ce n'est pas une résistance, une certaine méfiance. En tant que professionnel, ça m'interroge, et moi je fais le lien avec le fait que peut-être à quoi on résiste, peut-être au sentiment par moment d'une certaine non-reconnaissance de la souffrance. Il y a quand même quelque chose dans une certaine vision du rétablissement ou de réhabilitation qui pourrait faire mettre de côté la souffrance. Et donc je vous cite dans la conclusion en fait de votre ouvrage. Donc dans cette optique, il nous semble nécessaire de nous prémunir de dérives idéologiques pouvant imprégner le concept même de rétablissement. Nous rejoignons Bernard Pachoud à ce sujet par la critique de certains courants qui, au prétexte de vouloir positiver la psychopathologie, s'appuient sur une logique désubjectivante par la définition de critères de bien-être. Démarche pouvant alors sonner comme une sorte d'injonction au bonheur. La valorisation des ressources des sujets sous-tendue par ce paradigme ne devrait en aucun cas s'accompagner d'une banalisation de leur souffrance, voire d'une normalisation de ce que représente la vie bonne. Merci beaucoup. Vous voulez que je commente? Oui. Je trouve que ça rejoint vraiment la remarque de ma collègue psychologue tout à l'heure sur la question de la standardisation, de la normalisation aussi. Et effectivement, enfin, je pense aussi que cette résistance par rapport au concept de rétablissement, elle peut être liée à un sentiment que, voilà, on va positiver la psychiatrie, on va tenter de voir que les ressources, que ce qui va bien, alors qu'au contraire, et j'ai souhaité le montrer à travers les témoignages des personnes, le rétablissement, c'est aussi, voire surtout, la reconnaissance de la souffrance singulière des personnes. Reconnaissance donc par les personnes directement concernées, mais aussi par nous, professionnels de santé. C'est-à-dire que pour accompagner cette démarche de rétablissement, il y a aussi tout un temps indispensable d'écoute, d'accueil de la souffrance des personnes. Voilà, et c'est souvent cette condition-là, cette reconnaissance de leur souffrance, qui permet déjà d'amorcer
le processus de rétablissement. Et donc, en effet, les écueils, c'est le fait de vouloir positiver ce paradigme et ne pas voir en quoi il vient aussi attester de la reconnaissance de la souffrance, et puis de vouloir standardiser un chemin qui est éminemment singulier. Merci. Merci à vous.